笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。なあおい。ぜはははは。行くぞ。ルフィ。おお、邪魔したみてえだな。ねえ、あいつ空島について何か知ってたのかも。何者かしら。さあ、それにあいつじゃねえ、あいつじゃない？じゃあ何？あいつらだ、多分な。Depuis toujours, One Piece nous souffle à l'oreille que les ombres du passé ne disparaissent jamais vraiment. Elles se replient, elles s'enfuissent, mais elles continuent de veiller, prêtes à frapper quand l'histoire l'exige. Parmi ces spectres, un nom résonne plus fort que les autres, Rox d'Xebec. Officiellement balayé par la grande bataille de God Valley, il serait, selon la version admise, tombé avec ses rêves. Mais si ce n'était qu'un mensonge commode, et si Rox avait trouvé le moyen de survivre, non pas seul, mais logé dans le corps de son propre fils, Marshall D. Teach. Deux âmes partageant la même chair, soudées par l'une des techniques les plus interdites du monde, la transplantation de personnalité permise par l'Opé Nomi. À partir de là, tant de mystères s'éclairent d'une lumière nouvelle. Pourquoi Teach est le seul homme capable de dévorer 2 fruits du démon? Pourquoi ces nuits ne connaissent jamais le repos? Comment un pirate encore obscur a pu infliger à Shanks une cicatrice qui traverse le temps? Tout trouve soudain une cohérence inquiétante. Et surtout, cette hypothèse ne se contente pas d'expliquer le passé, elle prépare le futur. Car si Xebec demeure enfoui au cœur de Barbe Noire, alors l'ultime adversaire de Luffy ne sera pas un homme, mais 2 volontés fendues en une seule réincarnation. Ce ne sera pas seulement Luffy contre Teach, ce sera Luffy contre Rox revenu des ténèbres, l'esprit le plus maléfique de l'histoire, revenu plus puissant que jamais, décidé à achever ce qu'il avait juré d'accomplir. Ce qui pourrait sembler une simple invention de fan serait en réalité une construction patiente. Depuis l'introduction même de Barbe Noire, Oda a disséminé des indices, glissé des signes et préparé cette révélation comme un coup de théâtre annoncé. Et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblent, un constat s'impose. Il ne s'agit pas seulement d'une spéculation, mais bien de la clé que l'histoire elle-même nous pousse à accepter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous appréciez One Piece et mon contenu, manifestez votre soutien en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, en activant la cloche et en laissant un commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car chaque geste est un acte gratuit qui contribue à l'épanouissement de la communauté et récompense l'effort colossal déployé pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui le feront, et bonne vidéo! Ce qui frappe d'emblée dans la manière dont Oda écrit Rox, c'est l'étrangeté du procédé. Il est exceptionnel, dans les mangas, les animés, ou même la fantasy en général, qu'un auteur consacre autant de temps et d'attention à façonner la figure d'un antagoniste déjà mort. Lorsque l'existence de Rox a été révélée et que les lecteurs ont commencé à attendre avec impatience l'inévitable flashback de God Valley, l'idée la plus répandue était de le découvrir à travers le regard de Roger, avec Rox en tant qu'adversaire majeur à affronter dans ce conflit. Et bien que nous pourrions certainement encore obtenir le conflit de God Valley du point de vue de Roger, la véritable surprise réside dans le fait qu'Oda nous offre d'abord un récit d'une ampleur exceptionnelle du point de vue de Rox. Son histoire est déjà plus fouillée que celle de la plupart des ennemis de Luffy, comme Kaido. Et bien souvent, les antagonistes emblématiques de One Piece n'ont même jamais bénéficié d'une véritable histoire passée. Le flashback consacré à Rox témoigne d'un investissement narratif considérable. Difficile à concevoir comme un simple détour destiné à éclairer les motivations d'un antagoniste contemporain. En règle générale, lorsqu'un antagoniste du passé bénéficie d'une telle profondeur, c'est souvent parce qu'il est destiné à revenir comme adversaire du héros dans le présent. Ce constat résonne d'autant plus fort que Rox lui-même avait juré de revenir un jour pour contester le titre de roi du monde, une ambition qu'il n'a jamais pu réaliser de son vivant. Bien sûr, cette promesse pourrait n'être qu'un écho, une volonté transmise à Barbe Noire pour qu'il l'accomplisse à sa place. Pourtant, la confrontation entre Rox et Imu avait une intensité si personnelle qu'elle suggère presque que l'histoire doit se refermer sur elle-même, ramenant Rox en personne face à Imu pour un ultime affrontement. En définitive, rien n'assure que tout cela ait une portée décisive. Oda a souvent démontré son goût pour l'élaboration minutieuse d'histoires autour de figures secondaires, et il se peut qu'il ait seulement conçu Rox comme l'ancêtre symbolique du grand antagoniste, en lui donnant chair et profondeur par pure nécessité narrative. Considérer certaines scènes comme littérales,
au point d'affirmer que Rox vit encore dans le corps de son fils, demeure un pari audacieux. Pourtant, les indices disséminés tracent bel et bien une trame qui rend cette possibilité crédible, et l'hypothèse d'une présence de Rox en Barbe Noire éclaire d'un jour nouveau les mystères persistants qui entourent ce personnage. Or, c'est précisément ici qu'intervient un détail majeur. Oda a laissé entrevoir un indice frappant sur le véritable pouvoir de l'Opéopée no Mi et sur la façon dont il aurait pu servir à transplanter l'âme de Rox dans le corps de son propre fils, Barbe Noire. Beaucoup se concentrent sur la chirurgie d'immortalité comme si elle constituait l'unique pouvoir majeur de l'Opéopée no Mi. Mais ils négligent le reste du discours de Doflamingo. Celui-ci ne parlait pas uniquement de l'immortalité, qui représentait son propre intérêt, mais expliquait aussi que le fruit est célèbre pour deux techniques distinctes, la chirurgie d'immortalité et la chirurgie de transplantation de personnalité. Cette précision, qui établit l'existence de deux pouvoirs légendaires liés à l'Opéopée no Mi, est en réalité capitale. Il n'existe en réalité aucune raison évidente pour qu'Oda mette en avant la chirurgie de transplantation de personnalité au même niveau que celle de l'immortalité. D'autant que cette capacité n'a jamais occupé une place centrale dans l'intrigue, ni été présentée comme l'un des atouts majeurs de l'eau. Elle n'a d'ailleurs été utilisée qu'une seule fois, dans un contexte purement comique, avant de disparaître complètement de l'histoire. L'Opéopée no Mi regorge déjà de capacités démesurément puissantes, si bien qu'il paraît presque arbitraire qu'Oda ait choisi de placer la transplantation de personnalité au même rang que la chirurgie de jouvence. L'importance de l'immortalité est évidente, tant elle représente un pouvoir inestimable. Mais pourquoi souligner avec autant d'insistance une technique que l'eau n'a pratiquement jamais utilisée, sinon pour suggérer qu'elle cache en réalité un rôle bien plus crucial que ce que nous pouvions imaginer au départ? Prenons un instant de recul et observons les parallèles constants entre Imu et Rox, deux faces d'une même pièce. L'actuel roi du monde est celui qu'il aspirait à le devenir. À la lumière de ce miroir, relisons les deux pouvoirs spéciaux que Doflamingo a mis en avant. La chirurgie d'immortalité d'abord, que tout porte à croire qu'Imu a reçu, Oda l'a presque laissé entendre explicitement, mais alors qu'en est-il de l'autre capacité, la transplantation de personnalité? Et si Oda l'avait souligné parce qu'elle constituait le pendant accordé à Rox? Autrement dit, et si ces deux techniques légendaires de l'Opéopée no Mi avaient effectivement été utilisées, l'une pour rendre Imu immortel, l'autre pour ancrer l'âme de Rox dans un nouveau corps. Ainsi, tous deux auraient trouvé le moyen de survivre au-delà de leur durée de vie naturelle, demeurant dans l'ombre comme les mots cachés du monde actuel. On retrouve alors un autre parallèle marquant, cette fois entre Rox et Roger. Chacun, incapable d'accomplir son rêve de son vivant, a choisi de transmettre sa volonté à son enfant. Roger a conçu Ace avec l'espoir qu'il devienne Joy Boy et incarne son héritage, mais que se passerait-il si Rox avait emprunté une voie parallèle, mais plus sombre, avec son propre fils? Conscient qu'il n'atteindrait jamais son but, il aurait décidé que son rêve perdurait à travers lui, non pas par la simple transmission d'une volonté, mais en faisant de son fils la seconde chance de son existence. En utilisant l'Opéopée no Mi pour transplanter son âme dans le corps de Marshall D. Teach, Rox aurait pu se tapir en lui, attendant le moment propice pour émerger et se révéler au monde lorsque les étoiles s'aligneraient. Jusqu'ici, la transplantation de personnalité n'a été présentée que comme un simple échange d'âme. Mais il ne s'agit pas de dire que l'homme que nous connaissons comme Marshall D. Teach aurait été Rox depuis le début, ayant remplacé l'âme de son fils en bas âge. L'idée est bien différente. Barbe Noire reste un individu à part entière, et Rox demeure lui aussi une entité distincte. Il s'agirait donc d'un cas où deux âmes coexistent dans un même corps. Même si les mécanismes précis de cette transplantation demeurent obscurs, l'idée que Barbe Noire abrite à la fois sa propre âme et celle de Rox apporterait une explication claire aux énigmes persistantes qui l'entourent. Car en réalité, trois grands mystères planant sur son personnage trouveraient enfin leur réponse si Rox se cachait en lui comme un alter ego. Le premier, et sans doute le plus important de ces mystères, concerne la question des deux fruits du démon. D'une manière ou d'une autre, Barbe Noire est le seul personnage de tout One Piece à avoir réussi à en consommer deux. Un exploit que personne, aussi expérimenté ou puissant soit-il, n'avait jamais observé jusque-là. Barbe Noire est la seule véritable anomalie, l'unique exception à la règle qui interdit à un être humain de consommer plusieurs fruits du démon. Or, cette impossibilité deviendrait parfaitement logique si l'on découvrait qu'il porte en lui deux âmes distinctes, la sienne et celle de Rox. Chacun pourrait ainsi manier son propre fruit. Et même le choix que Barbe Noire a acquis semble trahir cette dualité. Le Yami Yami no Mi, d'abord, reflète son essence profonde, l'obscurité. Dans son enfance déjà, marqué par la noirceur du monde, il s'est forgé comme l'archétype du pirate, lâche et traître, une incarnation du mal qui éclipse la lumière du soleil. Quant au Gura Gura no Mi, il semble presque taillé sur mesure pour Rox.
Son style de combat était déjà fondé sur des ondes de choc d'une puissance dévastatrice, capable de tout balayer sur leur passage. Même sans fruit du démon connu, il se battait comme s'il avait toujours été destiné à manier le Gura-Gura no Mi. Oda a d'ailleurs insisté sur la singularité de cette approche. Utiliser son épée non pas pour trancher, mais comme vecteur de force brute et de vibrations destructrices. Pourquoi une telle précision, sinon pour souligner que cet homme était littéralement né pour ce fruit. Le Yami Yami no Mi incarne parfaitement Barbe Noire, tandis que le Gura-Gura no Mi correspond à Rox. Et le jour où la personnalité de Rox s'éveillera en lui pour prendre le dessus, nous assisterons à l'avènement d'un des plus grands utilisateurs de haki de l'histoire, maniant ce fruit comme nul autre. C'est alors que le véritable potentiel du Gura-Gura no Mi se dévoilera. Utilisé par l'homme dont le style de combat était littéralement conçu pour lui, il pourrait atteindre une puissance dépassant même celle de Barbe Blanche. Placé entre les mains de Rox, le Gura-Gura no Mi réaliserait enfin sa vocation ultime, devenir l'arme capable de détruire le monde. Et cette idée d'une personnalité de Rox prenant le dessus sur celle de Barbe Noire, tel un alter ego, éclaire également le deuxième grand mystère qui l'entoure, son incapacité à dormir. Ce détail, révélé dès l'époque où Barbe Noire n'était encore qu'un enfant lors de la rencontre entre les pirates de Barbe Blanche et ceux de Roger, reste l'une des énigmes les plus troublantes. Le fait qu'il ait pu consommer 2 fruits du démon et celui qu'il ne semble jamais dormir ont toujours paru liés, attribués jusqu'ici à une physiologie singulière. Mais l'existence de 2 âmes cohabitant en lui offre une explication autrement plus claire. Jusqu'ici, rien n'expliquait vraiment le lien entre ces 2 anomalies. Mais si Barbe Noire abrite en réalité 2 âmes grâce à la transplantation de celle de Rox, tout devient cohérent. Lorsque l'une dort, l'autre s'éveille. Oda nous en a déjà donné un exemple avec Cavendish et Akuba. Aux yeux des autres, cela donne l'impression que Barbe Noire ne dort jamais, alors qu'en vérité, il s'endort bel et bien, laissant Rox prendre le relais. Bien sûr, chaque fois que Rox s'éveille, il veille à rester discret, sans jamais trahir son existence. Pendant toutes ces années passées sur le navire de Barbe Blanche, il n'aurait jamais agi de façon trop étrange, ni laissé paraître quoi que ce soit, pas même sous le regard de son ancien premier compagnon. Mais il se pourrait pourtant qu'il y ait eu une seule et unique fois où Rox ait pris le dessus et laissé entrevoir un éclat de sa véritable nature, le jour où il abat la Fréchance. Ce moment éclaire précisément le 3e grand mystère entourant Barbe Noire. Comment a-t-il pu blesser Shanks? Nous savons qu'il y a plus d'une décennie, il a réussi à lui infliger cette cicatrice, et Shanks a lui-même précisé qu'il n'avait pas été pris au dépourvu. Plus troublant encore, cela s'est produit avant même que Barbe Noire n'obtienne ses 2 fruits du démon. Autrement dit, dans un simple affrontement physique, il aurait été capable de marquer à vie l'un des plus puissants combattants du monde. Or, rien dans ce que nous avons vu de Barbe Noire ne justifie une telle prouesse. Barbe Noire n'a jamais été présenté comme un combattant d'élite sans l'appui de ses fruits du démon. Dans chacun de ces affrontements, il s'est toujours reposé lourdement sur leur pouvoir, peinant à tenir tête physiquement à des adversaires de haut niveau lorsqu'il ne pouvait pas les utiliser. Rien n'a jamais laissé penser qu'il puisse rivaliser à main nue avec les plus grands. A l'inverse, Shanks est l'incarnation du monstre de haki. Il peut bloquer sans difficulté les attaques de l'homme le plus fort du monde, ou du futur amiral en chef de la marine, terrasser d'un coup des pirates valant 3 milliards de berries, ou encore submerger un amiral sans même dégainer son épée. Et pourtant, le seul à avoir réussi à le balafrer reste Barbe Noire, ce qui, en l'état, demeure totalement incompréhensible. Pour bien remettre les choses en perspective, même après avoir acquis à la fois le fruit des ténèbres et le fruit du tremblement, sans doute les 2 plus puissants fruits de tout l'univers de One Piece, Barbe Noire a reconnu ne toujours pas se sentir prêt à affronter Shanks. Ce constat est incompréhensible si l'on considère qu'il l'avait déjà combattu et balafré bien avant d'obtenir de tels pouvoirs. Longtemps, les lecteurs ont tenté de rationaliser cela en supposant que, des décennies plus tôt, Shanks n'était peut-être pas encore un combattant accompli. Mais cette hypothèse s'est effondrée depuis que Oda a révélé que Shanks a toujours été un véritable monstre de haki. En réalité, Shanks est le plus jeune utilisateur de haki des rois avancés jamais mentionné de toute l'histoire. On sait qu'au moment de la dissolution de l'équipage de Roger, il avait environ 15 ans. Et Oda a précisé qu'il maîtrisait déjà la technique signature du roi des pirates, le Kamusali. Un exploit que même des légendes comme Rayleigh ou Gaban, à leur apogée de leur puissance, étaient incapables de reproduire. Un fait qui les avait impressionnés par l'immense talent du jeune Shanks. Bien sûr, il est aujourd'hui bien plus puissant qu'à ses 15 ans, mais ce détail prouve qu'il possédait déjà un potentiel exceptionnel et un niveau déjà remarquable au moment même de sa rencontre avec Barbe Noire. Teach, même aujourd'hui à l'âge adulte, n'a jamais été montré comme maîtrisant une forme avancée de haki, et encore moins le haki des rois. À vrai dire, rien n'indique qu'il le possède. Alors comment, sans ses fruits,
aurait-il pu un jour prendre l'avantage sur Shanks, ce prodige du haki dès son adolescence? L'explication la plus simple serait qu'il existe quelque chose de particulier que Barbe Noire dissimule. Peut-être est-il en réalité un combattant bien plus redoutable sans ses fruits du démon que ce que nous avons toujours cru. Mais à ce stade, nous avons vu trop de combats à mort impliquant Barbe Noire où il s'est enlissé dans l'échange physique, peinant face à ses adversaires et ne parvenant à prendre l'avantage qu'en s'appuyant entièrement sur ses fruits du démon, parfois même contre des utilisateurs de haki très moyens. Il serait donc illogique de croire qu'il cache sciemment un haki d'élite et des compétences martiales qu'il choisirait systématiquement de ne pas utiliser. L'explication la plus cohérente est qu'il existe un autre côté de Barbe Noire, bien plus puissant au combat, mais qui ne peut se manifester que dans certaines conditions, par exemple lorsque Barbe Noire s'endort et que Rox prend le relais. Si l'âme de Rox réside dans le corps de Barbe Noire et ne prend le dessus que lorsque celui-ci s'endort, alors l'énigme de la cicatrice de Shanks trouve enfin une explication logique. Shanks avait déjà remarqué qu'il était étrange que Barbe Noire ne semble jamais dormir. Mais si lors de leur rencontre passée, il l'avait affronté à un moment où la personnalité de Marshall D. Teach s'était assoupie et où celle de Rox avait pris le relais, alors ce jeune Shanks se serait retrouvé, sans le savoir, face au plus grand pirate de tous les temps. Shanks a sans doute eu la chance de s'en tirer avec une simple cicatrice. Mais dès cet instant, il a compris qu'il existait en Barbe Noire quelque chose de profondément inquiétant. Un mal tapis dans l'ombre qu'il faudrait surveiller de près. Il apparaît ainsi que Barbe Noire dissimulerait en réalité un combattant de haki de tout premier plan. Et enfin, cette hypothèse vient parchever le rôle de Barbe Noire en tant que probable antagoniste final, ou du moins avant-dernier de One Piece. La majorité des lecteurs s'accordent à dire que l'affrontement entre Luffy et Barbe Noire sera la plus grande bataille de pirates de l'histoire. Un duel qui devra se hisser au moins au niveau de Roger contre Rox, et donner le sentiment de mettre face à face deux hommes dignes du titre de roi des pirates. Or, à l'heure actuelle, Barbe Noire paraît ridiculeusement éloignée du niveau de Roger, du Barbe Blanche Prime ou de Rox. Ce qui conduit beaucoup à spéculer qu'il lui faudrait un troisième fruit du démon pour combler l'écart. Mais avec l'importance désormais accordée au haki, établi comme l'élément central de la puissance, la question demeure. Même avec 3 fruits démesurément puissants, Barbe Noire pourrait-il réellement combler son retard en haki et non seulement dépasser le niveau des Yonko, mais atteindre celui de Roger et de Rox à leur apogée afin d'offrir une confrontation finale digne face à Luffy? Peut-être Koda parviendra-t-il à nous convaincre que Barbe Noire, en mangeant simplement un fruit de plus, pourrait passer du statut d'homme peinant face à des adversaires même pas du niveau d'un amiral à celui de plus grand pirate de l'histoire. Mais le défi final, bien plus palpitant et réellement digne de Luffy, serait plutôt que ce dernier doive affronter Rox lui-même, tout comme Roger l'a fait jadis. Sauf que cette fois, Rox manierait probablement les 2 fruits du démon les plus puissants qui existent, faisant de lui une version encore plus redoutable que celle que Roger a affrontée. Ainsi, la victoire de Luffy établirait clairement qu'il a non seulement égalé, mais bel et bien surpassé le précédent roi des pirates. Ainsi, si l'on considère qu'Oda a accordé une attention narrative disproportionnée à un antagoniste censé être mort, qu'il l'a fait jurer de revenir, et qu'il a choisi de mettre en avant l'importance de la chirurgie de transplantation de personnalité de l'Ope no Mi, tout le cadre est déjà posé pour que Rox soit en vie, dissimulé dans le corps de son fils à l'époque moderne. Et cette révélation viendrait résoudre littéralement toutes les énigmes insolubles autour de Barbe Noire. Sa capacité unique à manger 2 fruits du démon, son impossibilité à dormir, ou encore la cicatrice infligée à Shanks avant même d'avoir acquis ses pouvoirs. Dès lors, l'idée que Rox se cache en lui ne paraît pas seulement plausible, mais bien être la pièce maîtresse manquante du puzzle, celle qui réunit tous les fils narratifs en vue du combat ultime de One Piece, préparant Luffy pour l'épreuve la plus redoutable qui soit, afin d'accéder au titre du roi des pirates. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Je vous invite aussi à explorer mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, cela me fait plaisir et cela contribue à l'essor de la communauté. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, et salut!